On va s'intéresser à présent au TDAH. Tiens, voilà encore un sigle, trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Et on va regarder comment mettre en place une guidance parentale dans le cadre de ces troubles-là, du déficit de l'attention, avec le professeur Diane Purper-Wakil. Vous êtes pédopsychiatre et vous êtes travaillé en particulier en psychologie de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Montpellier. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, en effet, on va s'intéresser maintenant à une démarche plus spécifique, notamment au TDAH, mais aussi à la multitude des troubles qui peuvent être associés au TDAH et en l'occurrence également aux troubles du comportement. L'idée et nos objectifs dans la sphère du TDAH, puisque nous sommes un service qui, depuis longtemps, nous avons un intérêt pour cette question-là. Et l'idée, c'était de vous emmener un petit peu dans la réflexion qu'on a eue et dans le développement d'un certain nombre de programmes qui cherchent à répondre à des besoins qui sont des besoins qui peuvent tout à fait varier au cours du développement d'un même enfant. Et aussi à répondre à des besoins à des stades très très différents. Tout simplement, les besoins sont différents à la phase du primo-diagnostic. L'âge au diagnostic est un autre facteur. C'est pas du tout la même chose de diagnostiquer un TDAH chez un enfant d'âge scolaire ou chez un adolescent. En fonction des troubles associés, est-ce qu'il y a un autisme associé? Est-ce qu'il y a d'autres types de troubles du neurodéveloppement? Est-ce qu'il y a des troubles de type oppositionnel, voire un trouble des conduites associées? Est-ce qu'il y a des troubles des apprentissages? Et en parallèle à ces besoins différents, on avait aussi l'ambition de répondre à une demande particulièrement importante, parce que le TDAH est un trouble très prévalent. Et dans la plupart des services qui s'occupent de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, comme le nôtre, les files actives d'enfants diagnostiqués avec un TDAH sont très importants, parce que nous ne sommes pas un centre qui s'occupe uniquement du diagnostic, nous faisons également le suivi. Donc, si vous voulez, ça répond à cette double nécessité d'accompagner à la fois l'annonce diagnostique et puis ensuite tout le cheminement de l'enfant et de l'adolescent dans le cadre de ce trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, les orientations sont diverses. On peut recevoir des enfants qui viennent des plateformes de coordination et d'orientation, qui sont orientés par la neuropédiatrie, qui sont orientés par le secteur libéral et notre propre file active. Et du coup, on avait besoin de programmes finalement divers mais articulés. À la fois, comment on a développé ça? On a identifié les besoins, on a essayé de former les équipes et d'implémenter les programmes. Ensuite, on a toujours eu l'idée d'avoir un retour des participants, d'adapter et d'améliorer un certain nombre de programmes, ne serait-ce que de les adapter, vous allez voir, à des périodes qui ont été particulièrement compliquées. Je pense par exemple à la pandémie de Covid. Et puis ensuite, un certain nombre de programmes, on a cherché à les rentrer vraiment dans des programmes de recherche pour essayer, d'une part, d'avoir vraiment des réponses très scientifiques sur l'efficacité des programmes et aussi sur, par exemple, non seulement l'efficacité, mais aussi, par exemple, de savoir quels étaient le type d'enfants pour lequel ce type de programme était le plus approprié. Alors, je vous donne un exemple. Après, je pense que dans différentes équipes, les choses vont se structurer différemment. Mais c'est un peu un exemple du développement des programmes d'entraînement des habiletés parentales. C'est un autre terme pour désigner la guidance parentale au CHU de Montpellier, en particulier dans mon service. Nous sommes partis sur des modèles initialement tout à fait standards, c'est-à-dire des programmes standard avec 10 à 12 familles, donc d'emblée des formats de groupe, avec un programme qui est très classique dans le champ du TDAH, qui est le programme de Barclay. C'est environ 10 à 12 séances avec un petit groupe de familles.
D'emblée, on a évidemment eu des familles, des retours, et on a bien sûr cherché à faire déjà un petit peu évoluer les contenus de ce programme, puisque les familles nous disaient que il leur manquait des informations concernant la gestion de la scolarité de leurs enfants, et très très rapidement aussi des informations nécessaires sur la gestion des écrans, puisque c'est une problématique qui revient très très souvent dans le champ des troubles du neurodéveloppement et du TDAH en particulier. Donc, nous avons fait évoluer les contenus pour, si vous voulez, les moderniser par rapport au retour que nous faisaient les familles, et pour avoir, si vous avez l'idée que les programmes de Barclay, c'est un programme qui est déjà un petit peu ancien maintenant, et en effet, il y a des problématiques sociétales qui impactent le champ des TND, et donc, c'était la première étape. Ensuite, on s'est dit, mais on ne touche pas assez de gens, 10 à 12 familles, 10 à 20 familles, quand on a des files actives importantes, c'est une goutte d'eau dans un océan. Donc, on a essayé de faire un PEHP intensif sur 2 jours, où on pouvait prendre une 60aine de familles. Et puis, on s'est dit, bon, en effet, ça rend service à un certain nombre de familles, mais quand les troubles du comportement, et en l'occurrence les troubles du comportement à l'intérieur de la famille, sont extrêmement importants et ne rentrent pas bien ou ne répondent pas très très bien aux stratégies classiques de renforcement positif, des comportements appropriés, et tout ce système de valorisation des comportements appropriés, quand on est en difficulté alors que c'est déjà fait, bien appliqué, on est allé chercher un programme qui s'appelle la résistance non violente, développé par Haïm Omer, et qu'on a adapté à un format de groupe. Puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des situations et des familles qui étaient tellement en difficulté et qui pouvaient même pas venir jusqu'à nous ou faire des programmes dans un cadre sanitaire traditionnel. Donc on s'est dit, il va falloir aller au devant de ces familles et proposer une thérapie multisystémique. Et là, il s'agit de familles dont les enfants sont à risque de placement, à tel point ils ont des conduites à risque et des troubles du comportement associés au TDAH, très souvent, pas que au TDAH, mais en fait, ce sont des enfants et des adolescents, là plutôt des adolescents à très haut risque. Ensuite, on a eu des programmes où aussi on a fait une collaboration avec le CHU de Nîmes autour de programmes qui avaient des contenus plus ciblés sur tout ce qui est régulation émotionnelle, donc avec des techniques associées au programme traditionnel. Et puis après, on s'est dit, ça suffit toujours pas à toucher un nombre suffisant de personnes, donc on est passé en ligne avec à la fois les programmes d'entraînement des habiletés parentales, j'ai envie de dire sur le modèle un peu classique, et la résistance non violente. Donc nous avons actuellement ces 2 programmes qui existent en ligne. Donc la démarche, si vous voulez, c'est vraiment essayer de tout brosser. Donc avant le diagnostic, on a des programmes parentaux plus généralistes comme Incredible Years, ou éventuellement on conseille le triple P aussi en ligne. Ça, c'est vraiment avant le diagnostic. Il y a des programmes pour les tout petits de guidance vidéoscopée aussi, en présentiel. Et puis ensuite, on a vraiment la base, c'est le programme qu'on a fait évoluer. Donc c'est à la base un Barclay évolué et modernisé qui s'appelle maintenant Programme d'entraînement parental spécifique, qui a été publié par Nathalie Franck. Donc le manuel est publié. L'objectif du passage en ligne de ces programmes, c'est que 100% de parents ou d'aidants ont des connaissances actualisées et des stratégies de base pour vraiment aider leurs enfants à se développer au mieux, en diminuant les stratégies éducatives, négatives ou inefficaces, en renforçant les stratégies positives, en essayant de diminuer le stress parental et d'améliorer la communication intrafamiliale. Et ensuite, on a, si vous voulez, les programmes de renforcement, qui sont des programmes en présentiel, des PEHP classiques. On utilise, en l'occurrence, Mieux vivre avec le TDAH à la maison. Le programme de résistance non violente, je vais vous donner les contenus de ces programmes tout de suite, et la thérapie multisystémique dont j'ai déjà un peu parlé, qui est vraiment une intervention à domicile.
Alors, les composantes classiques, en fait, d'un programme d'entraînement des habiletés parentales, il y a le socle de psychoéducation qui passe par des choses autour de l'information, bien sûr, aux parents concernant le trouble lui-même, mais aussi après des choses très moins spécifiques, tout simplement autour de l'observation de l'enfant, le jeu dirigé par l'enfant, le moment spécial, et on essaye de les guider pour vraiment observer les comportements de leur enfant, les comportements problématiques, mais aussi les comportements qu'on appelle les comportements opposés contraires, c'est-à-dire les comportements qui sont ceux qu'on souhaite développer et soutenir dans le développement de l'enfant. Et pour cela, on les aide à identifier les antécédents, qu'est-ce qui vient juste avant le comportement, et les conséquences, quels sont les comportements ou les actions qui suivent les comportements. Et c'est là qu'on a nos leviers d'action. On peut modifier les antécédents en donnant des instructions spécifiques, l'adaptation au contexte, du modeling. On peut fractionner les tâches qu'on demande à l'enfant. Et puis ensuite, on s'appuie aussi sur les conséquences avec l'attention parentale dirigée sur les comportements positifs de l'enfant et pas sur les comportements négatifs qui sont les comportements négatifs mineurs. On essaye de faire en sorte que l'attention parentale ne soit pas captée par ces comportements-là. Le renforcement des comportements appropriés et des compétences et de l'autonomie de l'enfant. L'extinction des comportements défis ou problématiques et les conséquences logiques, puisqu'il faut guider les parents à travers tout ça pour, je dirais, couvrir toute la gamme de comportements et évidemment de progrès de l'enfant en termes d'autonomie, de compétences globalement. Alors, je vous ai mis une référence très classique, qui est la référence de Katz-Dean sur les entraînements aux compétences parentales. Et Katz-Dean a notamment aussi publié des guides pour les parents. Je viens maintenant parler des principes de la résistance non violente qui se traduit chez nous par le programme REACT. Également, il y a un manuel publié par le Dr Frank et le professeur Haïm Omer qui décrit la mise en place de groupes de parents autour de ce programme de résistance non violente. Donc la résistance non violente, elle est intéressante quand les programmes PEHP ordinaires ne sont pas suffisants à enrayer notamment les comportements de violence intrafamiliale, les comportements très tyranniques que certains enfants peuvent avoir, en essayant de développer la fonction d'encre parentale, c'est-à-dire une présence parentale à la fois affirmée, mais fondamentalement stable, non violente, avec un contrôle émotionnel de soi. Donc on apprend aux parents à utiliser des réponses différées, c'est-à-dire à ne pas réagir toujours à chaud aux comportements difficiles, résister à l'escalade, à la fois à l'escalade qui vise à aller toujours plus fort dans le négatif et dans la punition, mais aussi résister au fait de se démobiliser et de céder à tout et à n'importe quoi, donc rester persistant. Ensuite, on les aide à développer vraiment quelque chose de très structuré au niveau de ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Ça veut dire aussi résister à la suraccommodation parentale et définir des lignes rouges pour les parents qui sont en difficulté à ce niveau-là. Et ensuite, des manifestations de présence parentale et de présence autour des parents de personnes ressources par la ronde téléphonique et le sit-in. Donc je vous invite à aller découvrir, malheureusement pour des raisons de temps, je peux difficilement vraiment rentrer dans les détails, mais je vous invite à découvrir ce programme. Il y a des capsules, il y a des petites capsules vidéo qui ont été faites au CHU de Montpellier avec Nathalie Franck et Raphaël Scabatici, qui était psychologue, qui était là quand on a développé ce programme, et elle l'utilise aussi encore. Donc je vous propose à les consulter. Je vous propose de les consulter. Ensuite, passons à la thérapie multisystémique. Là, on est vraiment dans des situations complexes et on est chez les adolescents qui ont des troubles émotionnels et du comportement, des comportements à risque et des comportements éventuellement violents. Ils sont, ces adolescents, en fait, en risque imminent de placement en dehors de leur famille. L'intervention est une intervention qui est très très bien évaluée, qui est l'intervention de thérapie multisystémique. Et notre équipe à Montpellier est actuellement la seule équipe en France qui développe cette intervention-là, qui est une intervention intensive dans le milieu de la famille, éventuellement
dans des milieux aussi adjacents. Ça peut être une intervention avec d'autres membres de la famille, éventuellement avec les pairs, éventuellement avec les partenaires. C'est une durée limitée dans le temps, 5 mois ou moins, mais c'est très structuré et c'est supervisé par une équipe d'implémentation qui se trouve au Royaume-Uni et qui aide notre équipe à rester vraiment dans le cahier des charges et dans la formation qu'ils ont reçue au départ et c'est une équipe qui se reforme régulièrement. Parce que ce que je voulais vous dire, c'est que quand on intervient dans les familles, dans ce type de situation-là, la formation socle est extrêmement importante, mais il y a une supervision hebdomadaire par l'équipe d'implémentation qui permet aux intervenants de vraiment rester pertinents dans les situations très complexes et de ne pas devenir un élément dysfonctionnel au sein du système familial, parfois qui est souvent un système avec de multiples vulnérabilités. Donc le focus est évidemment d'améliorer le fonctionnement familial, mais par l'expérience parentale directe. C'est-à-dire que, en fait, l'intervenant ne fait rien à la place des parents. L'intervenant, il facilite le fait que les parents trouvent leurs propres solutions et c'est donc extrêmement personnalisé et individualisé. Ça peut toucher bien sûr les relations sociales, le fonctionnement scolaire, on peut intervenir dans la communauté de vie, mais vous voyez que ces interventions sont vraiment là pour que on s'appuie vraiment sur les ressources identifiées dans le milieu écologique de l'adolescent. On n'intervient pas nécessairement auprès de l'adolescent directement. Ça dépend beaucoup de la motivation de l'adolescent, mais c'est quand même un programme qui est plutôt systémique. Donc on peut intervenir sans que l'adolescent soit même présent dans les séances. Voilà. Donc les stratégies, si vous voulez, qu'on emploie sont dérivées de la thérapie familiale plus classique, systémique, avec des composants de thérapie cognitivo-comportementale et de guidance parentale plus classique. Voilà, donc les formats numériques pour finir, les formats numériques notamment de PEPS et de la résistance non violente nous aident à peut-être faciliter la présence parentale et notamment la présence des pairs, très très complexe quand même à obtenir, on va dire ça comme ça, dans certains cas en tout cas. C'est aussi facile à proposer en amont de ce qu'on fait souvent dans le TDAH, c'est-à-dire en amont d'un traitement médicamenteux. C'est facile aussi à utiliser pour les intervenants parce que les interactions se règlent par le chat, donc la régulation du groupe est facilitée. On peut du coup les déployer avant un premier rendez-vous médical et on peut les faire suivre par des sessions booster. On peut aussi, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on sépare les groupes en fonction de l'âge de l'enfant après un tronc commun. C'est-à-dire on fait la matinée un tronc commun de généralité et ensuite on fait un groupe de parents d'enfants d'âge scolaire et donc primaire et un âge et des parents d'adolescents dans un autre groupe. Donc on peut faire plusieurs combinaisons en ligne, c'est plutôt pratique. C'est quand même un challenge attentionnel puisqu'on fait ça sur 2 jours pleins. On ne fait pas de devoirs comme dans une TCC classique et la possibilité de répéter est limitée aux séances d'entraînement plus tardives, les boosters. Les jeux de rôle sont de ce fait relativement limités et il faut un équipement pour suivre une visio. On n'a pas de modèle de valorisation adéquat de ce. On va dire que nous, on l'a développé ça dans la période Covid, mais en l'occurrence, on a vraiment besoin de réfléchir à la valorisation de la guidance familiale au sein des structures sanitaires, éventuellement des PMI bien sûr, et des structures médico-sociales. Donc le financement est une vraie question. La formation, je pense qu'il faut une certaine expérience pour maîtriser le format en ligne. Donc il faut de l'expérience présentielle, à mon sens, avant de se lancer sur ce genre de format. Et on développe actuellement de la recherche sur les formats en ligne. Donc ça, c'est en cours. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Diane Perper-Wakil. Merci de votre présentation. On a toujours des questions. Vous pouvez toujours poser vos questions. Ça se passe en dessous de l'écran, sur le petit bouton QR, questions et réponses. Vous pouvez nous poser vos questions et on va les reprendre. Et on a bien regardé avec Sylvie Chaucron les questions qui sont arrivées. Et il y en a qui peuvent concerner. Maintenant, on a un panel d'experts là, ici autour de la table, des questions qui sont arrivées pour nos experts. Et oui, alors j'ai une question, Diane, professeur Perper-Wakil, sur les différentes
méthodes de guidance que vous avez proposées, est-ce que certaines d'entre elles seraient inadaptées à des grands enfants qui auraient des troubles associés, troubles du spectre autistique, troubles déficience intellectuelle, avec des composantes de troubles de l'attention? Est-ce que, alors, je pense que vous allez répondre voilà, sur l'adaptation des différentes méthodes, mais est-ce que dans les guidances que vous proposez, vous spécifiez bien s'il y a des critères qu'on pourrait dire d'exclusion, entre guillemets? En fait, oui, c'est une très bonne question. Nous, on ne part pas sur le fait d'exclure a priori. Maintenant, il y a des parents qui vont trouver peut-être que les programmes ne répondent pas à certaines questions qui pourraient se poser si les enfants ont par ailleurs d'autres troubles du neurodéveloppement associés ou s'il y a des choses qui pourraient certainement manquer de choses. Par contre, les bases par exemple, les bases de ce que je vous disais tout à l'heure, aménager les antécédents, une fois qu'on a compris le principe, ça s'applique dans le champ de l'autisme, ça s'applique dans le champ d'enfants avec des troubles du développement intellectuel, ça s'applique pour soutenir des comportements plus autonomes. C'est très, très large. Dans le champ d'application, c'est très large. Et je pense que c'est vraiment le socle, mais ça, les co-intervenants vont vous répondre, c'est quand même, à mon sens, le socle de ce qui se passe. Et puis, tout ce qui est renforcement positif de ce qu'on cherche à augmenter, en fait, en termes de fréquence, c'est aussi quelque chose d'important et à mon avis adaptable à peu près partout. Et dernier point, l'attention portée sur les comportements positifs de l'enfant, cet aspect-là, je pense aussi que c'est très transversal. Voilà. Donc il va manquer certainement des choses, mais le socle même, il est bon à prendre un peu partout. Et alors, du coup, j'ai une deuxième question, puisque vous parliez d'adaptation. On avait une question sur une maman malentendante qui demandait si ces techniques pouvaient être adaptées en fonction d'handicaps présents chez les parents. Alors, moi, je réponds déjà sur les aspects pour la guidance neurovisuelle, parce que j'ai en ce moment un enfant dont la maman est quasi aveugle, a une grande malvoyance d'origine ophtalmologique. Et oui, on peut adapter nos programmes en fonction des handicaps de la famille, mais j'imagine que... On essaye de faire au mieux. On a des supports écrits aussi. Voilà. Et je conseille très souvent aux familles, si elles peuvent, si elles sont intéressées, de se procurer même le manuel du thérapeute. Parce que là, il y a tout. Et puis, il y a maintenant aussi des livres qui vraiment sont adaptés aux parents et qui déploient vraiment tout. Donc, ils peuvent avoir à la fois le support. Nous, on utilise bien sûr des supports PowerPoint, donc on peut transmettre des supports, on a les livres. Le chat se passe beaucoup aussi, tout est en fait par écrit, là aussi. Donc, on espère pouvoir répondre au mieux, en tout cas. Et puis, il y avait une question qui est arrivée et qui est plutôt pour le professeur Marais, sur la question toujours de cet âge du diagnostic. Et donc, la question, c'était, on a l'impression qu'il y a deux tendances actuellement dans le monde des troubles du neurodéveloppement, entre ceux qui voudraient un diagnostic très précoce et ceux qui voudraient un diagnostic plus tardif, qui ne sont pas pressés de poser un diagnostic de TND. Je pense que si tu as parlé d'anomalie de la trajectoire développementale, c'est bien pour justement ne pas rentrer dans ce débat de l'âge du diagnostic, mais c'est mieux que tu répondes toi-même. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, comme j'ai essayé de le dire, au début, quand on va constater un écart significatif, parce que retentissant, encore une fois, sur les activités et limitant l'enfant dans son fonctionnement, on va apporter un diagnostic de troubles du neurodéveloppement dans différentes modalités, les modalités motrices globales, motricité fine, sensorielle, donc sociale ou voire langagière au départ. Mais effectivement, ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il est important d'intervenir le plus tôt possible. Et d'une part, par des actions rééducatives, mais aussi donc par ces actions de guidance parentale qui permettent d'impliquer les parents, de leur expliquer, de leur faire comprendre pourquoi c'est vraiment quelque chose à prendre en compte.
Donc non. Après, c'est sûr que le diagnostic catégoriel d'un trouble du spectre autistique, on ne va pas pouvoir le poser avant un certain âge, hein, parce qu'il y a une définition donc avec une sémiologie clinique qui est très, très spécifique du TSA, hein, et donc au départ. Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, moi, donc, dans mon expérience, c'est vrai qu'en examinant les enfants de la cohorte Marianne, qui sont donc plutôt des enfants à risque d'avoir un trouble du spectre autistique, plutôt qu'avoir un risque du trouble du neurodéveloppement global, comme on le voit chez les grands prématurés. Et donc, on se rend bien compte que ces enfants, ils ont des particularités dans le développement sensoriel, dans le développement moteur, antérieur à l'émergence des signes qui font la sémiologie de l'autisme, hein. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une vision complètement holistique du fonctionnement cérébral dans toutes les compétences, hein, et pouvoir s'intéresser dès qu'il y a des signes d'alerte qui sont vraiment significatifs. Encore une fois, c'est vrai que c'est important, hein, de bien parler de diagnostic fonctionnel de troubles du neurodéveloppement avant de pouvoir parler de diagnostic catégoriel, hein. C'est vrai que... Voilà, et je pense que vraiment c'est important de comprendre de tout ce qu'on a dit, qu'on peut à la fois prôner une guidance la plus précoce possible, mais c'est pas pour autant qu'on va prôner un diagnostic catégoriel le plus précoce possible, parce qu'on est tous très engagés dans des aspects sémiologiques, dans des aspects fonctionnels, de développement, dans neurodéveloppement, il y a neuro, mais il y a développement aussi. Et donc du coup, on est très attaché à soutenir les parents pour que le développement se passe le mieux possible. Et cela peut être vu de manière indépendante par rapport au fait de poser un diagnostic catégoriel. Donc il ne faut pas que les gens considèrent que l'absence de diagnostic posé est une entrave à la mise en place d'une prise en charge ou d'une guidance. Ça va. Je pense que... Eh ben, merci beaucoup. On va du coup enchaîner avec notre prochain quiz, le quiz numéro 3. Avant notre prochain intervenant, c'est vous qui répondez en ligne à cette question qui va s'afficher dans un instant. Et la question, elle est de savoir qui peut proposer une guidance parentale. Est-ce que tous les bénévoles qui travaillent dans un milieu associatif peuvent proposer une guidance parentale? Est-ce que tout professionnel de santé sans formation complémentaire peut se lancer dans la guidance parentale et proposer une guidance parentale? Est-ce que les enseignants, les éducateurs peuvent proposer une guidance parentale? Et option numéro 4, est-ce que les professionnels du secteur sanitaire et social formés à la guidance parentale peuvent proposer une guidance parentale? On vous laisse le temps de participer à ce vote. Vous êtes près de 1300 en ligne connectés en ce moment à nous suivre et vous votez. On voit les résultats qui s'affichent ici à la Maison de l'Autisme à Paris. Il y a quelques réponses qui n'ont pas beaucoup de succès et il y en a une qui, comme à chaque fois, semble emporter la majorité. Alors on laisse encore 2 petites secondes pour voter et puis on dira avec Sylvie Chaucon et nos intervenants quelle est la bonne réponse. Alors très majoritairement, à 97%, vous votez pour la réponse 4, les professionnels du secteur sanitaire et social formés à la guidance parentale. 97% qui votent pour cette réponse-là, et puis les quelques pourcents qui restent se répartissent sur les autres réponses. Docteur Sylvie Chaucron, ils ont raison ou ils ont tort? Bien sûr, ils ont raison, et ça montre aussi qu'on a posé les questions de manière pas trop ambiguë. Et donc, évidemment, vous voyez bien que les mots-clés importants de cette réponse qui recueille la majorité des voix, c'est à la fois des professionnels du secteur sanitaire et social. Et vous voyez que l'autre mot-clé important, c'est former à la guidance parentale, puisqu'on est là aujourd'hui pour marteler vraiment que la guidance dont on parle, tous ces programmes de guidance,
nécessite une formation, que ce soit une formation pour choisir la bonne guidance, pour réaliser la guidance ou, comme je l'ai dit en introduction, pour évaluer les effets de la guidance. Et donc tout ça nécessite une formation spécifique, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas guider des enseignants spécialisés ou des éducateurs, mais vous avez bien compris que vraiment le maître mot, ce sont des professionnels qui sont concernés par le développement de l'enfant, par les troubles du neurodéveloppement et qui ont en plus une formation spécifique à la guidance parentale. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose sur cette question de la formation? Non, ben voilà, on est tous d'accord. Merci beaucoup.